Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce dimanche. Alors, on se retrouve dans ma pièce reptile cette semaine, mais on va bouger rapidement, vous allez voir pourquoi. 2 ans. 2 ans. C'est long, 2 ans. 2 ans que j'attendais de pouvoir compléter mon couple de Morelia viridis. 2 ans que j'avais trouvé ce mâle, cette pépite, cet animal incroyable qui venait de la ferme tropicale. Eh bien, Karim a remis le couvert. Et oui, Karim m'a surpris une deuxième fois. Karim m'a trouvé une femelle. Il y a des gens, ils font des miracles dans la vie. Bah moi, le miracle de l'année, c'est Karim. Voilà, Karim, ferme tropicale, tu as fait un miracle. Il m'a trouvé la femelle que je cherchais, la femelle qu'il fallait pour ce mâle. Regardez comme il est beau. Il fallait une femelle à la hauteur, forcément. J'avais pas le mettre avec une femelle verte classique. Hein. On aurait pu. Mais c'était mieux de trouver la femelle à la hauteur. Et ben c'est fait. Sauf que quoi? Sauf que les Morelia viridis, on respecte des procédures de quarantaine, les amis. On fait attention, je vais vous raconter tout ça. Donc la nouvelle femelle, elle est pas encore dans la pièce. Je l'ai isolée dans une pièce. Elle vaut le coup. Hein. Elle vaut le coup de la quarantaine. Si je devais attendre 2 ans avant de la ramener ici, j'attendrais 2 ans. Déjà pour protéger ce magnifique mâle. Hein, on va pas prendre de risques. Je vais tout vous raconter. Donc on va quitter ma pièce d'élevage que vous avez aimé. Merci beaucoup. Vous avez grave aimé la vidéo sur la pièce d'élevage il y a quelques semaines. Le terra tropical dont on vous a parlé il y a pas longtemps. Et il pousse déjà pas mal. Alors regardez, le Varrochianum, il a déjà fait une deuxième feuille. Ça pousse bien. Et cette semaine, les habitants vont arriver. Eh oui, eh oui. Et attention, pas n'importe quels habitants. Là aussi, ça va être. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le Morelia viridis. Elle est arrivée il y a 3 semaines et j'ai commencé évidemment par faire un petit unboxing. Donc je vous montre tout ça et on se retrouve derrière dans la pièce où elle est et vous n'êtes pas prêts. Car à chaque fois que je la vois, je peux la voir 10 fois par jour et à chaque fois je fais wow, tellement je la trouve magnifique. C'est parti, on démarre. Les amis, la semaine dernière, j'étais à l'étranger, j'étais à Barcelone, je suis allé passer un petit week-end, c'était très cool. Et le dimanche après-midi, j'avais qu'une envie, il pleuvait, j'avais envie de me mater une petite replay d'une émission que j'aime bien en France. Sauf que, pour la plupart des gens, c'est impossible. Pour la plupart des gens, tu ne peux pas accéder au replay depuis l'étranger. Sauf que j'ai fait toute la différence car mon ordinateur était équipé d'un VPN et de pas n'importe lequel, de NordVPN. Et grâce à ça, je peux me connecter partout de l'étranger pour regarder mes replays et c'est le bonheur. Tu penses que NordVPN ne sert qu'à ça? Non, pas du tout. Regarde à quoi ça sert. NordVPN est, comme son nom l'indique, un VPN Virtual Private Network qui te permet en fait de surfer en toute sécurité en cachant ton IP, donc en rendant ta connexion et surtout ta balade sur Internet totalement anonyme. À quoi ça sert d'avoir une balade anonyme? Tu vas me dire, moi je m'en fous d'être anonyme. Bah si en fait. L'avantage de surfer de façon anonyme, ça empêche les gens malveillants de collecter tes données. Qu'est-ce qu'ils font avec tes données? Bah après ils s'en servent contre toi, ils s'en servent pour en fait faire des fichiers ciblés et après te proposer des pubs ciblées. En gros, si tu as envie d'être tranquille et que t'as pas envie que des gens qui collectent des données pour après mieux te cibler, et ben tu te mets NordVPN et avec ça t'es tranquille. NordVPN viennent de sortir un truc, alors là j'avoue, là c'est une tuerie. Ça s'appelle protection anti-menace. Qu'est-ce que c'est que protection anti-menace? Protection anti-menace te permet de bloquer les pop-up abusifs par exemple. Tu sais, t'es là, t'as envie, tu vois un lien, un article, tu te dis ah j'ai envie de lire l'article, tu cliques sur l'article et là boum, t'as 15 pop-up qui arrivent dans tous les sens, des pubs que t'as pas demandé, tu vas vouloir les fermer, bam, ça te renvoie sur autre chose. Tout ça avec protection anti-menace, c'est fini. Tu n'as plus de pop-up abusifs, tu n'as plus de pubs qui coupent tes podcasts, ça aussi c'est le bonheur. T'es en train d'écouter un podcast et là bim, on essaye de te vendre une brouette par exemple. Tu t'es dit bah non, j'étais à fond dans mon podcast. Et bah tout ça c'est fini avec protection anti-menace et c'est très facile à mettre en place. Tu ouvres ton VPN, tu actionnes protection anti-menace et hop c'est bon, c'est fait. Évidemment, NordVPN est compatible avec à peu près tous les appareils et tous les logiciels, que ce soit Mac, Android, tu peux le mettre sur ton iPad, sur ton téléphone, sur ton ordinateur portable. Et il y en a pour toute la famille, chaque membre de la famille peut avoir son VPN installé sur son appareil, ça avec un seul abonnement et ça c'est quand même très cool. NordVPN te propose grâce au lien dans la description une offre avec une réduction exceptionnelle. J'ai dit exceptionnelle, réduction de fou. Donc si tu as envie de franchir le cap, de démarrer l'aventure et t'équiper d'un très bon VPN qui te sécurisera et te permettra de surfer
relax. De toute façon, tu ne prends aucun risque car NordVPN te propose une offre non seulement exceptionnelle, ça je te l'ai déjà dit, mais en plus du satisfait remboursé pendant 30 jours. Donc du coup, tu n'as rien à perdre. Si jamais ça te plaît, c'est trop cool, tu continues. Si jamais ça ne te plaît pas, et ben tu peux faire marche arrière. C'est pas beau ça? Azot me demandait à juste titre si NordVPN la protégeait contre les voleurs de croquettes sur internet. Azot, j'ai une réponse. Si les croquettes sont virtuelles, il y a un risque. Donc avec NordVPN, t'es plus tranquille. Je vais t'installer ta connexion sur ton iPad, au moins t'auras plus de soucis. Hein. Et voilà les amis, regardez, regardez, je suis comme un ouf. En vrai, ça fait 2 ans que je l'attends. Ça fait 2 ans que j'avais ce mâle et 2 ans que je cherchais une femelle qui était vraiment compatible, assortie, qui ressemblait vraiment au mâle pour pouvoir garder vraiment cette lignée bleue avec ses patchs blancs et tout. C'était vraiment compliqué de trouver une femelle. Et Karim à la ferme trop, il a fait un miracle. Il a fait un miracle. Je l'avais mandaté. Je lui avais dit Karim, tu m'as trouvé ce mâle de fou. Trouve-moi la femelle assortie, je t'en supplie. Il a mis 2 ans. Pendant 2 ans, je l'ai tanné tout le temps, tout le temps. Karim, tu m'as trouvé une femelle, une femelle, une femelle. Rien. Et le miracle est arrivé. La photo est arrivée. C'est au moment où je me suis dit. Il me la faut, quoi qu'il se passe, c'est elle. Ouais, on a mis un petit peu de temps pour la laisser en quarantaine à la ferme, pour lui faire quelques tests, je vais vous en parler parce que je vais tout raconter et surtout vous raconter pourquoi elle est isolée en fait. Et voilà les amis, on se retrouve dans une chambre à part, elle n'est pas dans ma pièce reptile, je vais vous raconter pourquoi pour l'instant. Je suis évidemment ultra content, satisfait de la bestiole et vraiment je pense avoir trouvé vraiment la femelle qu'il fallait pour le mâle. Il faut savoir plusieurs choses. Les Morelia viridis sont souvent assujettis en fait à des virus, donc des virus qui sont parfois partie de la famille des réovirus ou des nidovirus, qui sont en fait des virus qui sont assez redoutables chez les pitons arboricoles et qui vont avoir tendance à infecter les animaux, parfois mettre du temps à incuber et parfois en fait mettre du temps à décimer des collections entières. Je pèse mes mots, vraiment, il y a des collections entières qui ont été décimées par ce type de virus, donc c'est vraiment quelque chose qu'on redoute énormément. On prend des risques quand on a des animaux qui viennent de farming par exemple, ou qui seraient des animaux importés, là on prend encore plus de risques parce que dans les stations de stabulation avant l'export, il y a beaucoup de ce type de virus qui peuvent circuler, mais on prend des risques en fait avec à peu près n'importe quel Morelia viridis qui aurait un petit peu bougé, qui aurait changé de cheptel. C'est le cas de cette femelle. Cette femelle en fait elle est née en captivité en Europe il y a une dizaine d'années, donc elle a déjà 10 ans. Elle a eu forcément plusieurs propriétaires, en tout cas au moins 2, celui chez qui elle était, puis chez moi, et entre temps elle est passée par la ferme tropicale. Donc ce qu'on va vraiment faire attention quand on récupère ce genre d'animaux adultes, c'est d'abord de respecter une très bonne quarantaine. Donc nous on a poussé un peu le vice parce que Karim à la ferme tropicale qui est très pro a voulu la tester avec des PCR, exactement le même délire que ce qu'on avait pendant le Covid. On a testé au PCR ce serpent et tout est négatif. Donc on est tranquille, il n'y a pas de virus, il n'y a rien. Mais ces virus peuvent avoir jusqu'à 4 à 5 mois d'incubation. Elle est restée 2 mois en quarantaine à la ferme tropicale, déjà avant que je la reçoive. Elle a été testée au début de ces 2 mois, elle était négative. Dans 2 mois je la reteste et si elle est négative encore, boum, elle pourra intégrer la pièce d'élevage. Mais en attendant, elle est ici, elle est tranquille dans un setup qui est parfaitement adapté pour elle, on va en parler, mais elle est à part. Donc je fais très attention, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai côtoyé cette femelle, je ne repasse plus dans ma pièce d'élevage de la journée. Donc là aujourd'hui c'est plié, je n'irai pas. Je me lave évidemment parfaitement les mains, je les désinfecte au gel alcoolique après chaque manipulation et tout. Je ferai vraiment gaffe au process de quarantaine parce que j'ai envie de prendre aucun risque pour mon mâle. Mon mâle je l'aime mais d'amour et j'ai pas envie de prendre le moindre risque. Donc pour l'instant elle est en quarantaine. Ça c'était le petit topo, pourquoi le serpent est à part. Donc je suis écoutez à la fois impatient maintenant qu'elle finisse sa quarantaine, que tout se passe bien, que les tests ressortent négatifs et tout et que je puisse évidemment la mettre avec le mâle. Maintenant cette femelle elle est comme je vous disais elle a une dizaine d'années donc c'est déjà un animal adulte et c'est vrai qu'elle est assez timide. C'est-à-dire que je pense qu'elle a eu déjà dans sa vie d'avant d'autres conditions de maintenance, de terrarium et c'est vrai que depuis qu'elle est ici, ça fait maintenant 3 semaines que je l'ai, elle est assez timide, elle se déplace pas énormément, elle se thermorégule en fait sous son point chaud qui est relativement pas très chaud, qui est entre 27 et 28 le point chaud. Depuis qu'elle est arrivée en fait je l'ai installée dans un terra qui je pense la met bien entre guillemets. Elle est dans un bac de 120 par 60 par 60 donc elle a vraiment de la place. Je vous en ai déjà parlé en fait, moi j'aime pas élever les Morelia viridis dans des terras qui sont sur la hauteur parce que la bestiole va avoir tendance à aller toujours en haut quoi qu'il se passe pour se sentir en sécurité et pour au niveau de la chaleur, si le plafond chauffant il est en haut, elle va être tout le temps un peu à la chaleur. Alors que pour se thermoréguler, un serpent il aime bien se déplacer quand même, il aime bien aller parfois à des endroits un peu plus chauds et des endroits un peu plus frais. Si vous lui laissez de la longueur, c'est plus naturel pour lui de se thermoréguler de façon latérale entre guillemets comme ça et ça va le sécuriser plus que si vous le mettez dans un bac en hauteur. Ce sont des animaux qui s'élèvent de manière assez précise. C'est pas des serpents qui sont adaptés à des gens qui auraient pas une maintenance précise. J'allais dire des débutants, c'est faux, tu peux très bien être débutant et te lancer là-dedans, mais il va falloir être carré et précis. C'est-à-dire que c'est des animaux qui tolèrent pas trop des excès de tout, tu vois, des excès de trop chaud, ça aime pas, trop frais, ça aime pas, trop humide, ça aime pas, trop d'alimentation, ça aime pas. C'est un animal, il faut être précis dans la maintenance et comprendre comment ça fonctionne. Le bac, là, je l'ai aménagé de manière un peu bioactive, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai mis de la plante nature
naturel, il y a un gros ficus, je lui ai mis beaucoup de branches, elle a beaucoup de diamètres de branches différents. Donc ça c'est important de leur proposer ça, déjà en fait pour les inciter à bouger et pour qu'ils soient pas tout le temps sur la même perche, au même diamètre. C'est pour la musculature, pour plein de choses, c'est pas top. Donc c'est vrai que c'est bien de mettre une diversité de branches totale. Je vous avoue qu'elle est ultra timide. Je vous avoue que le bac est parfait au niveau des températures, de la taille et tout. Et ce serpent, c'est une des premières fois que j'ai un Morelia viridis qui est assez timide et donc qui va la journée en fait descendre parfois de sa branche pour aller se lever en dessous. Là, elle a un spot en fait au-dessus de la motte de terre du ficus. Elle va se lever ici. Donc le premier jour, j'étais un peu surpris parce qu'on dit souvent que les Morelia viridis, quand ils sont au sol, c'est pas forcément un très bon signe. Donc je me suis dit mince, on va attendre un peu. Et en fait non, elle a ses petites habitudes, sa petite routine. Le matin, elle vient se chauffer sous son point chaud. Et ensuite, elle descend l'après-midi, hop, se mettre juste en dessous là au spot. Et le soir, la nuit, elle ressort et elle va se repercher. Mais c'est vrai que pour l'instant, je l'ai pas vu méga active se balader partout dans le bac. Je trouve qu'elle a bien mangé à la cantine. Voilà, quand vous la regardez, elle est quand même assez balèze. Donc je vais y aller vraiment tout doux sur la bouffe. Ça fait 3 semaines que je l'ai reçue, je l'ai toujours pas essayé de la nourrir. Je sais qu'elle va manger sans problème. Les Morelia viridis sont des animaux qui mangent relativement facilement quand ils sont de bonnes conditions. Donc une proie décongelée, elle va la manger sans problème. Mais comme je vois qu'elle est quand même pas fine, je vais la laisser un peu à la diète quand même et la nourrir peu. Genre, je pense que les prochains mois, elle va se contenter de 1 à 2 souris par mois. Je pense que ça va être bien, que ça va lui permettre de perdre un petit peu de masse parce que je la trouve quand même un peu fat, quoi. Et j'ai envie de tenter une reproduction plus tard. Donc pour ça, il faut des animaux qui soient en parfaite condition physique. Et elle, pour l'instant, elle a besoin de faire un peu de sport, je pense. Pour le bac, en fait, j'ai décidé de remettre en haut un petit plafond avec des petits panneaux de polycarbonate pour en fait ne pas avoir non plus trop d'aération, sachant que j'avais déjà une belle et bien large aération haute et pareil de ce côté-là une aération basse. Donc du coup, j'ai décidé vraiment de couvrir le haut pour garder une inertie thermique déjà. Les températures dans cette chambre vont à peu près de 19 à 22 à peu près. Donc 19, c'est pas méga chaud pour un Morelia viridis. Donc la nuit, j'ai mis un petit tapis chauffant derrière pour être sûr de rester dans les 22-23 dans le bac la nuit. Cette femelle, comme je vous disais, je l'attendais depuis longtemps. J'adorerais pouvoir avoir une reproduction de mon couple. Forcément, hein, vous vous dites, ah, ouais, ils sont magnifiques, ils vont trop bien ensemble, c'est sûr. Maintenant, reproduire des Morelia viridis, c'est une longue étape. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as des accouplements que la femelle va faire des développements folliculaires. C'est pas parce qu'il y a des développements folliculaires que tu vas avoir une ovulation. C'est pas parce qu'il y a une ovulation que la ponte va être nickel, qu'il va pas y avoir ce qu'on appelle des slugs. Ensuite, il va falloir les incuber, il va y avoir des problèmes pendant l'incubation. Puis ensuite, les bébés naissent et là, il va falloir les démarrer. Et là encore, ça peut être un chemin de croix. Je sais de quoi je parle, donc je veux jamais crier victoire trop vite, on va les reproduire, ça va être super, on va sortir des bébés bleus et blancs, ça va être magnifique. J'en sais foutre rien. C'est-à-dire que les Morelia viridis sont des serpents qui parfois amènent de la frustration. Aujourd'hui, les méthodes d'élevage ont changé. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. On les chauffe moins, on les vaporise quasiment plus et on les nourrit aussi un peu moins parce qu'on avait tendance à faire trop ça en captivité et qu'on se rendait bien compte qu'au bout de quelques années, parfois, les serpents en fait décédaient sans raison apparente. Donc en fait, en changeant petit à petit toutes ces maintenances, toutes ces méthodes d'élevage, on arrive à avoir des animaux de plus en plus en forme sur le long terme. Le long terme, je vous parle des animaux qui ont 10, 15, 20 ans de captivité et qui vont très bien. Le viridis, il faut vraiment se renseigner, lire, discuter avec d'autres gens et vraiment ne pas rentrer là-dedans la tête baissée en se disant waouh, ce serpent il est magnifique sur cette liane, je le veux, je le mets dans un terra, sa vie humide, je vaporise toute la journée, point chaud à 33, point froid la nuit à 18, c'est l'échec assuré. Donc il faut vraiment bien se renseigner et bien comprendre vers quoi on va. C'est pour ça que ça prend du temps. Moi, mon premier viridis, je l'ai eu en 2005. 2005, vous vous rendez compte, on est en 2022, ça fait 17 ans la première fois. Un petit bébé biac que j'avais acheté à la ferme tropicale en 2005 et je l'ai reproduit en 2010, 5 ans après. Donc déjà, j'ai attendu 5 ans pour que la femelle à l'époque, elle atteigne une taille assez balèze pour la reproduction. Donc ce sont vraiment des serpents qui nécessitent de la patience. Ça va avec l'effet waouh que ça donne. Tu les vois, c'est waouh. Mais pour arriver à ça et que ça se passe bien, il faut être patient. Ce sont des animaux qui vont avoir vraiment besoin d'une hydratation très correcte. Donc pour les pousser à s'hydrater, en fait, il y a plusieurs méthodes. Souvent, ça va passer par de la vaporisation. Donc quand vous recevez un viridis et qu'il vient d'arriver, c'est quand même cool de lui faire souvent une bonne grosse vapo pour qu'il puisse bien s'hydrater et bien se remettre du transport. Elle avait vraiment soif, hein. Pourtant elle a été expédiée dans les manières la plus clean possible et les plus franchement, le package était fou, la bestiole était impeccable et tout, mais elle avait vraiment très soif. Donc je l'ai vaporisé un petit peu pour la stimuler. Derrière, je lui ai mis une gamelle d'eau. Elle a trouvé la gamelle d'eau, elle allait mettre sa tête dedans et elle a bu un tiers de la gamelle. Donc c'est vraiment important de faire attention qu'ils soient bien hydratés, qu'ils aient bien repéré où est la gamelle. La vaporisation, en fait, c'est vraiment, là je vous parle, c'est vraiment que pour l'arrivée entre guillemets, une fois qu'elle va comprendre
où est la gamelle d'eau, moi j'arrête de les vaporiser. Franchement, cette femelle, ça fait 3 semaines que je l'ai vaporisée une fois. La vaporisation à outrance, c'est vraiment très néfaste pour les viridis pour plein de raisons. Donc vraiment, allez-y mollo avec ça. Faites attention qu'ils aient compris où est la gamelle, qu'ils boivent dedans. Et une fois que vous avez vu boire souvent la nuit à l'intérieur, vous êtes tranquille. Vous changez l'eau tous les jours, tous les 2 jours, de l'eau fraîche et ils vont s'hydrater nickel. Les Morelia viridis, ils viennent d'Indonésie et l'Indonésie, c'est composé de 13 000 îles. Alors eux, ils vivent vraiment à l'ouest, hein, ils vivent côté Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les îles environnantes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais en fait, si les Morelia viridis, quand vous les regardez sur internet et tout, ils ont des formes et des couleurs et des tailles différentes. C'est parce qu'en fait, on appelle ça des localités, c'est-à-dire que celui qui vient du nord de la Papouasie va pas ressembler à celui qui vient du sud de la Papouasie. Et pareil pour les petites îles environnantes. Aujourd'hui, il y a maintenant vraiment des espèces qui sont différenciées au niveau de la science, donc faites attention parce que si vous reproduisez un Morelia viridis Haru avec un Morelia viridis par exemple Manokwari, qui est le nom de la localité, bah en fait vous hybridez 2 espèces. C'est pas on mélange des localités, on hybride des espèces. Après, chacun fait comme il veut. Les Morelia viridis les plus ouf de la planète, visuellement parlant, sont tous des designers, donc sont des croisements de plusieurs localités avec plusieurs générations. Les Américains ont réussi à obtenir des spécimens hallucinants, hallucinants. Et ça passe par le mélange de localités. Maintenant, aujourd'hui en Europe, on est beaucoup plus dans une mouvance où on va essayer de reproduire les localités entre elles pour garder en fait le phénotype, en fait, vraiment l'animal qui ressemble à un Haru. Tu veux garder un animal qui ressemble à un Haru dans le temps, bah il vaut mieux reproduire entre des Haru, tu vois. C'est un peu le but, quoi. Petite pause les amis, j'ai appelé mon ami Olivier Marquis qui va nous expliquer là justement le changement de classification, si je m'exprime bien, qui s'est passé au sein des Morelia viridis. On parle plus d'une seule espèce, mais ils ont réparti ça en plusieurs espèces. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça, Olivier, s'il te plaît? Olivier, curateur du zoo de Vincennes, il faut le dire. Curateur reptile ou curateur tout court? Curateur des reptiles amphibiens et arthropodes, ouais, c'est ça. Curateur reptiles, amphibiens et arthropodes du zoo de Vincennes. Donc déjà, merci beaucoup, c'est très cool de ta part de m'aiguiller un petit peu. Est-ce que tu peux nous renseigner un petit peu là-dessus? Ouais, bah carrément. En fait, il y a eu un changement effectivement assez drastique en 2020 qui a été fait par une équipe et surtout un chercheur australien qui a fait un travail monstrueux sur le terrain. Donc en gros, alors on le suspectait depuis longtemps hein, avec toutes ces formes de couleurs, ouais, etc. Mais lui, il a vraiment génétiquement pu mettre vraiment des limites à tout ça. Donc en gros, pour te résumer la situation, il y a 2 espèces actuellement, d'accord? Ok. Donc tu vois la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bien sûr. Donc la partie indonésienne, la partie Papou. Au milieu, il y a une cordillère de montagnes qui coupe en gros l'île en 2, en diagonale. Ok. Alors, ce qu'on appelle maintenant Morelia viridis, c'est en gros tout ce qui est au sud de cette cordillère. Ok. Donc ça inclut finalement, nous en Europe en captivité, on a assez peu de ces localités-là, mis à part Haru. Ok. Puisque ça inclut l'île de Haru. Donc la femelle que j'ai reçue, c'est une Morelia viridis. C'est ça. Ok, exactement. cool. Et ça inclut aussi du coup la forme du nord de l'Australie. D'accord, donc les Cape York. Les Cape York aussi, ils sont en Morelia viridis. C'est ça. Et le reste au-dessus de cette montagne, du coup, ils sont devenus quoi, eux? Alors tout le reste des Morelia viridis, en fait, ça devient Morelia azurea. Ok. Qui est divisé en 3 sous-espèces. Ah, ils ont reclassifié à l'intérieur de Morelia, incroyable. Et donc du coup, c'est pour ça que je vois passer un Morelia azurea utaraensis. Utaraensis. Ok, et donc ça en fait, est-ce que tu peux nous donner par exemple quelques exemples de petites localités qui correspondraient à ces sous-espèces? Exactement, en fait le Utaraensis, donc la sous-espèce Morelia azurea utaraensis, c'est toutes les formes qui sont au nord de la cordillère. D'accord, ok. En gros, nous, en captivité en Europe, c'est tout ce qui est Jayapura, Cyclops Mountain, Wamena. Magnifique, magnifique, c'est magnifique. Toutes ces petites localités sont vraiment superbes. Des petites tailles, souvent des petites tailles, des petites formes, des vers très pétants. Ça, c'est vraiment très joli. Ok, et les deux. Pardon, et aussi Yapen, qui ne ressemble pas du tout à ça. Rien à voir. Mais qui est plus sur une île. Pour le coup, Yapen, c'est une île hein, qui est au nord-ouest. Mais voilà, génétiquement, il est affilié à Utaraensis. Ok, mais il n'a pas en effet, morphologiquement, il a la tête un peu plus allongée, il ressemble un peu à un biac bizarre. Enfin, il n'est pas. Non. Avec des gros flocons de neige dessus. Ils sont très beaux, ils sont très beaux les Yapen. Et du coup, donc il nous reste après 2 sous-espèces encore. Exactement. Et on les voit, celles-là, on a accès entre guillemets. Ouais, carrément. En fait, de manière assez étonnante, Morelia azurea, donc la sous-espèce nominale, ça correspond au biac. Ok. Au biac et au nymphore, mais qu'on voit assez peu. Ah, je les adore pourtant, on les voyait avant. Ils étaient magnifiques les nymphores. Ok, donc Morelia. Vraiment un petit chapelet d'îles au nord-ouest de la Papouasie. Ok.
Donc ça, c'est Azurea, Azurea. Et tout le reste, donc les localités qu'on connaît, c'est Sorong, Manokwari, Kofio. Donc, en fait, ça correspond à la presqu'île un peu qui est au nord-ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, côté indonésien. Donc tout ça, c'est Morelia, Azurea, Pulcher. Trop cool. Et ben Olivier, je te remercie énormément pour cet éclaircissement. Franchement, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Eh ben merci, puis bravo pour ta femelle, elle est top. Merci beaucoup Olivier, merci. Vous voyez que ces animaux sont des animaux que vous pouvez présenter dans des terrains qui sont vastes. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous cantonner aux normes que vous allez voir sur internet. 1,10, ça vit dans 80 par 60 par 90. Souvent vous allez voir ce genre de trucs. Franchement, vous pouvez les faire mettre dans des bacs énormes. Si les bacs sont bien aménagés, il n'y a rien de plus beau qu'un bac vivant avec des grosses plantes magnifiques. Alors attention, des plantes qui seraient adaptées à peu de brumisation. L'avantage d'un ficus, c'est qu'il a sa motte de ce côté-là, boum, sous l'écorce que j'arrose à l'arrosoir. Donc je garde ce spot un peu légèrement humide, je l'ai mis à plat et donc du coup les branches et les feuilles se sont montées vers la lumière. La lumière, c'est une arcadia, une rampe arcadia qui envoie quand même pas mal la patate et donc du coup j'arrive à avoir de la plante vivante dans tout mon bac avec le pied d'un côté et je suis pas obligé de vaporiser tous les jours. Tu fais un gros bac tropical et que tu es obligé de vaporiser tous les jours, c'est pas la bonne espèce, il va pas aimer. Donc faut trouver le bon compromis, mais rien ne t'empêche de faire un très gros bac avec des ficus dedans, par exemple, que tu arroses dans tes pots, tu fais un décor de malade, tu mets du bon matos pour les bonnes températures et tout, et tu te mets un Morelia viridis là-dedans, sublissime. Quand on les voit dans des cubes de verre vides avec juste deux perches, du sopalin en bas et juste une gamelle d'eau, niveau enrichissement, c'est pas au top pour le serpent, tu vois. Ton serpent, il aime bien aller explorer, avoir de la plante, de la feuille, des trucs, enfin, qu'il se passe des choses dans son environnement, quoi. Et souvent, beaucoup de terrarios ont tendance à sous-estimer ça. Bah, moi, je le mets souvent en avant. Franchement, l'enrichissement sur les serpents, ça marche, ça permet aux animaux d'explorer leur environnement et tout ça. Et je me demande si cette femelle n'aurait pas vécu dans un bac peut-être moins enrichi, moins grand, peut-être opaque sur les côtés, et que ce serait pour ça qu'elle serait un peu timide. C'est-à-dire, est-ce qu'elle se dit, waouh, mais moi j'ai pas l'habitude de tout ça, j'avais que de perches, de trucs, j'en sais rien. J'ai pas vraiment d'infos sur son passé, mais en tout cas, sa timidité me pousse à croire que je pense que ce type d'environnement vaste, enrichi, pour l'instant, elle n'est pas habituée. Donc elle va s'habituer petit à petit, elle se déplace de plus en plus. Vous voyez, là, elle a la perche du fond, alors que d'habitude, elle squatte vraiment sur là, soit sur le gros tronc en liège, soit plus devant vers le point chaud. Donc c'est cool, mais pour l'instant, en 3 semaines, j'ai jamais vu venir de ce côté-là. En attendant, moi j'ai qu'une hâte, c'est que la quarantaine, elle se finisse, que ce bac, je puisse le passer dans ma pièce reptile, que je puisse avoir ma femelle, mon mâle en bas et que je les vois, et surtout qu'un jour on puisse les réunir. Donc tout ça, eh ben il y a des conditions, il faut faire un cyclage avant, c'est-à-dire qu'il faut leur modifier un peu les températures pour leur dire, hey, c'est le moment de se reproduire les gars. On va vous faire des vidéos sur Toupette, étape par étape. La prochaine étape, ce sera la tentative entre guillemets de reproduction. Si jamais tout se passe bien, si jamais la quarantaine se finit correctement, si jamais elle est négative à tout et tout, donc avec des si, on ferait plein de trucs. Donc on verra bien, mais si ça avance, on vous fera des vidéos et on fera toutes les étapes pour un jour peut-être sortir un petit bébé viridis. À l'époque, quand je les ai reproduits, franchement, c'est un des meilleurs souvenirs terrario que j'ai, hein, quand tu ouvres ton incubateur et que tu as des petites têtes rouges et jaunes qui sortent. Alors il y aura que des jaunes parce que chez les haroues ils sont tous jaunes, mais quand tu as les petites têtes qui sortent, c'est le bonheur. Bon les amis, franchement, ce couple, j'aurais jamais eu sans Karim à la ferme tropicale. Je les remercie énormément. Le taulier, hein, la ferme tropicale, ils sont là depuis toujours. Je me souviens de la première fois que je suis allé à la ferme tropicale, j'avais 13 ou 14 ans, c'était une toute petite boutique. Je me souviens de Karim et tout, et bah aujourd'hui ils sont toujours là. Ils ont développé la terrariophilie en Europe comme jamais, comme personne. Donc franchement, bravo à eux déjà, bravo à cette institution, à tout ce qu'ils font pour la terrario et tout. Franchement, Karim, tu le sais, hein, le sang. Donc je te remercie énormément, vraiment, de m'avoir sourcé cet animal. C'est vraiment un bijou, un bijou. Voilà, j'avais pas vu passer d'aussi beau Morelia viridis, en tout cas disponible depuis des années. Merci énormément à la ferme Trop. Dans la description, vous avez les liens évidemment du magasin, de la boutique, de tout ça. Ils font des formations si vous voulez aller les rencontrer en vrai, côtoyer des animaux, si vous voulez vous faire des séminaires par Zoom sur des espèces dédiées. Ils organisent tout ça, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Je vous mets tout dans la description. En tout cas, un énorme merci à la ferme tropicale. Un énorme merci. Les fermiers tropicaux, merci. Les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En ce moment, on a pas mal d'animaux qui arrivent, des trucs qu'on attendait aussi depuis longtemps et qui sont arrivés et qui sont comme des fous. Dès demain, j'attends un corail. Là, ça fait pas 2 ans, ça fait 20 ans que je l'attendais celui-là. Donc, on va vous faire une vidéo dessus, ça va être la folie. On se retrouve dès la semaine prochaine. N'hésite pas à t'abonner, à me mettre le petit pouce bleu pour m'encourager. Cette chaîne, elle est là pour tous les passionnés d'animaux, que tu aimes la terrario, l'aquario, les oiseaux, les chiens, les chats, les hamsters. Tout le monde a sa place sur la chaîne, donc venez nombreux. Et likons et partageons autour de quoi? De cette belle passion qui quoi? Qui nous unit. Allez, à la semaine prochaine. Cette semaine, bisous, tir à l'arc. Boum!